Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouvel épisode de Culture Soccer. Et oui, Culture Soccer a pris une petite pause podcast pendant quelques semaines avec les vacances d'été et tout. Mais vous avez quand même pu rester à l'affût du soccer canadien avec le CS à l'érable, que je vous invite encore une fois à aller écouter. Ils ont bien tenu le fort, mais Culture Soccer revient. Et c'est avec moi-même, Anthony, à l'animation, co-rédacteur en chef de Culture Soccer. Et pour cet épisode, je suis très heureux d'accueillir Richard Luamba. Ça va bien, Richard? Ça va super bien, Anthony. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Et Richard, on a une petite nouvelle pour nos auditeurs. Je pense qu'on peut le dire officiellement. Tu fais désormais partie de l'équipe de Culture Soccer là, à part entière. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de joindre une équipe aussi talentueuse et aussi une équipe très professionnelle. Donc, pour moi, c'est de l'apprentissage en plus. Donc, moi, j'ai déjà hâte de commencer des nombreux projets avec vous. Oui, ça nous fait très plaisir. Est-ce que tu voudrais expliquer ton rôle à nos auditeurs, ton rôle de l'équipe? Oui, en effet. Donc, avec Antoine, je ne sais pas pour ceux et celles qui le connaissent, mais avec Antoine, moi, on va gérer les réseaux sociaux un peu plus sur Twitter parce que généralement, c'est là-dessus que Culture Soccer agit. Donc, on va publier les résultats de chaque ligue en Amérique du Nord, en passant par la MLS, la USL, la NISA et les autres ligues en Amérique du Nord. On va également aussi soit faire un peu de gestion au niveau des réseaux sociaux, essayer de communiquer avec le public, essayer d'entretenir une relation saine, parce que c'est très important, avec non seulement le public, mais aussi avec les autres communautés françaises, parce que le public est pas mal français dans ce groupe, donc c'est pas mal ça, en fait. Parfait. Donc oui, donc surtout là, le soir aux heures du Québec, si vous voyez des publications de Culture Soccer, ça risque fortement d'être Richard. Donc n'hésitez pas à commenter, partager. Ça va lui faire plaisir et ça va nous faire plaisir. Moi, j'aime ça discuter avec les gens, donc allez-y, n'ayez pas peur. Parfait, parfait. Et aujourd'hui, on va faire un tour de la MLS. Ça fait quand même un petit moment qu'on en avait parlé avec la petite pause du podcast. Donc, on va vraiment, depuis, depuis le dernier podcast, on a finalement atteint la mi-saison. Donc, on va faire un tour du classement. On va regarder c'est qui que ça va super bien cette saison. Ça va être quoi les batailles pour les dernières places qualificatives, euh, pour, euh, pour les playoffs, bien sûr, et pourquoi pas nos déceptions, parce que je suis certain que dans chaque conférence, il y a des clubs qui nous ont déçus. Donc, on va commencer par l'Est et on va finir par l'Ouest. Juste pour vous faire part du classement MLS, je vais vous donner là, les sept, Les les sept sept équipes. équipes qualifiées pour l'instant pour les séries éliminatoires. Donc, la première, c'est New England Revolution. La deuxième, le Nashville SC. La troisième, NYCFC. Quatrième, Philadelphie. Cinquième, Orlando. Sixième, DC United. Et septième, Montréal. Donc, on voit déjà quelques surprises. Mais là, on va y aller avec vraiment là, les trois premiers. Mais la troisième équipe, je nous ai gardé des options vu que c'est avec le même nombre de points. Donc, première équipe du classement, c'est les Revs de la Nouvelle-Angleterre. C'est tout simplement la meilleure attaque de la Ligue avec une défense quand même tout de même raisonnable. Écoute, est-ce que toi, Richard, tu t'attendais à les voir aussi haut en début de Moi, je- saison? Moi, franchement, j'attendais à aller voir aussi haut parce que depuis la saison dernière, durant les séries éliminatoires, tu vois que c'est une équipe qui était une classe à part parce que avec l'éclosion de Tejon Buchanan, avec Gustavo Bou et Carles Gil et même Adam Buxa du côté de la Nouvelle-Angleterre, j'ai su que cette équipe-là allait avoir une certaine progression, même une certaine maturité au niveau de leur jeu parce que tu voyais que avec Bruce Arena, ça commençait à y aller, mais c'était pas parfait. Mais là, cette saison-ci, ils se sont vraiment pris l'envol. Et même durant l'entre-saison, Kamna cette saison-ci. Tu vois qu'avec les acquisitions, ça a été un peu plus sensé. Donc, forcément, le style de jeu cadrait parfaitement ce que Bruce Arena voulait amener. Donc, moi, les voir comme ça, je suis pas surpris.
parce qu'ils sont très bien rodés, non seulement en attaque, en défense, comme tu l'as mentionné aussi, ils sont pas mal solides. Et même dans les buts avec Matt Turner, qui est selon moi le meilleur gardien de la Ligue, je trouve que cette équipe-là fait vraiment de sens. Et c'est pour ça aussi que je les vois peut-être contender même pour la MLS Cup face à Seattle, mais ça reste à voir. Mais franchement, New England sont vraiment bien gérés. Ouais, et en plus, avec des joueurs d'une si haute qualité comme Carles Gil avec 15 passes décisives, il y a Gustavo Bou avec 10 buts, Adam Bouska avec 8 buts. Donc, on se demande on se demande pas pourquoi c'est la meilleure attaque de la Ligue. Écoute, c'est des joueurs d'une qualité exceptionnelle. Et derrière, il y a des joueurs qui tiennent le fort, comme un Tejan Buchanan qui progresse, j'ai l'impression, à chaque minute jouée. Un Mhm. Henry Kessler qui a vraiment métamorphosé la défense. En as parlé un peu plus tôt, Matt Turner, qui est tout simplement, comme tu l'as dit, un des meilleurs gardiens de la Ligue. On le voit vraiment progresser. Depuis quelques années, là, il commence à atteindre l'apogée, l'âge où est-ce que c'est l'apogée du talent pour les gardiens de but. Là, il y a 27 ans. Donc, on voit le mieux de ce qu'il peut faire. Et ça, j'aime bien. Mais moi, c'est vraiment les latéraux que j'adore du côté des Revs. Écoute, un DeQuan Jones, Mhm. ça fait juste 2 ans qu'il est en MLS, mais honnêtement, à gauche, il fait vraiment du bien à l'équipe. Sinon, moi aussi, un joueur que j'aime, c'est Brandon Bay, qui est quand même dans l'organisation depuis plusieurs. Il a joué dans les divisions inférieures aux États-Unis, donc c'est pour ça que c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Et vraiment, là, la combinaison de latéraux à droite pour les Revs, moi, ça me fait plaisir d'avoir un AJ de la Garza et un Brandon Bay, un grand vétéran de la MLS avec un joueur peut-être un peu moins expérimenté, mais quand même avec beaucoup de matchs avec Brandon Bay. Là. Moi, honnêtement, j'adore ce duo. Je sais pas toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et je rajouterais même aussi Luis Maciel qui a même évolué du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais la deuxième équipe en USL. Donc, pour moi, c'est plus une acquisition plutôt surprise parce que tu vois qu'il gagne beaucoup de temps de jeu avec Bruce Arena parce que là, au niveau du milieu de terrain, c'est pas mal chargé avec non seulement Matt Polster, Wilfried Kaptoum et même avec Luis Maciel, justement. Donc, ça, c'est une belle acquisition qui passe un petit peu sous le radar, mais comme tu l'as mentionné, de voir des vieux, des vétérans plus comme à la AJ de la Garcia, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans cette ligue-là. Avec aussi Brandon Bike, qui pour moi, c'est un très bon joueur qui remplit vraiment le travail que Bruce Arena lui demande. Donc, moi, franchement, les voir à ce niveau-là et les voir performer. Et ce qui m'étonne le plus encore, c'est de voir que chaque joueur prend son rôle vraiment au sérieux et vraiment à cœur, ce qui fait en sorte que l'équipe performe davantage. Donc, ça, c'est juste une recette gagnante, non seulement pour les joueurs, mais non seulement pour le club. Donc, voilà pourquoi New England sont aussi haut dans le classement. Exact, exact. Et oui, tu parlais de la réserve. Il y a aussi un John Bell qui a rejoint l'équipe première à partir de la réserve, un défenseur central qui a quand même bien intégré la rotation. C'est bien de voir des équipes faire confiance à leur équipe réserve comme ça. Donc, ouais, pour moi, New England, ben, ils ont déjà une très forte avance. Sont déjà à 46 points en 21 matchs et la deuxième place a 32 points. Donc, on s'entend que la première place à l'Est est pratiquement assurée. Et Mhm. pour le Supporter Shield, ils sont à 7 points d'avance. Donc, ça sent bon au moins pour un trophée du côté des Rebs. C'est pas certain pour la MLS Cup, mais le Spurter Shields, pour moi, là, va aller aux Rebs. Ça, c'est sûr et certain parce que tu vois, comme on l'a mentionné de nombreuses fois, en fait, cette équipe-là va vraiment dans une pente ascendante, en fait, parce que tu vois que la philosophie est vraiment en place. Bruce Arena, c'est un gagnant, donc forcément, il connaît un petit peu les moments difficiles en MLS comme les moments forts. Donc, je pense que ça, c'est une gestion qui est très bien utilisée de sa part. Même aussi avec les jeunes joueurs, comme on l'a mentionné, Tejan Buchanan qui éclore à chaque match, chaque minute, en fait. Et ça se poursuit encore. Donc, franchement, New England sont vraiment bien rodés, bien gérés. Donc, pour une fin de saison, ça va être assez. Je dirais pas que ça va être facile pour eux parce que les playoffs, c'est une autre saison. Mais pour le Supporter Shield, ça semble être vraiment bien parti. Mais je pense que même si tu gagnes ce Supporter Shield-là, n'empêche que durant la saison morte, durant les séries éliminatoires, pardon, c'est là que tu vas voir comment l'équipe va être vraiment va vraiment sortir son caractère parce que c'est à ce moment-ci que les équipes vont vraiment tout donner. Donc, à voir pour la Nouvelle-Angleterre, mais franchement, cette saison-ci, c'est parfait. Ouais, exact.
Le seul petit point qui pourrait être amélioré, et honnêtement, ils ne sont pas si pires que ça, mais c'est la défense avec 25 buts encaissés en 21 matchs. Des équipes comme Nashville, NYCFC, Philadelphie, même Orlando ont fait mieux. Mais en même temps, s'ils sont capables de compenser avec l'attaque, il n'y a pas de problème. Tu sais, ça reste qu'ils ont le meilleur différentiel avec NYCFC au terme de buts marqués, buts encaissés. Donc, c'est pas la fin du monde, mais tu sais, parfois en série éliminatoire, c'est la défense, c'est qu'est-ce qui fait gagner des championnats. Donc, ça Mhm. serait peut-être ça qui est à travailler, mais ils ont quand même 13 matchs encore avant les séries là, pour faire ça. Donc, je m'inquiète pas pour ça, mais j'aimerais bien voir les Revs bien faire en playoff. Il me semble que ça fait longtemps. Ça ferait longtemps aussi, puis même non seulement pour les partisans, parce que non seulement le stade est un petit peu désuet, même si c'est le Gillette Stadium qui appartient aux Patriotes, mais n'empêche que cette équipe-là, ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est des équipes pionnières, une des équipes pionnières dans la Ligue, donc je pense que ça serait une bonne nouvelle pour eux de gagner la MLS Cup, mais t'en parlais justement au niveau de la défense. Si, exemple, tu prends Nashville, parce que Nashville, on va en parler, je trouve que Nashville, en fait, défensivement, c'est pas mal leur marque de commerce comparé à la Nouvelle-Angleterre, qui, selon moi, c'est une équipe plus axée sur l'offensive. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être amélioré durant les semaines à venir, parce que, comme tu l'as mentionné, il reste 13 matchs dans la saison, donc ils ont encore le temps de se réajuster. Mais pour Nashville, je devance un petit peu le sujet, mais Nashville, pour moi, ça va être une équipe, c'est une équipe qui est vraiment excitante à avoir joué. Donc, je vais te laisser la parole parce que je sais que c'est ton équipe. Donc, à toi l'honneur, mon cher. Merci, Richard. Donc, ben oui, ben, dans le fond, hein, moi, mon analyse du Nashville aussi, c'est simplement les mêmes bases que la saison dernière, mais le groupe progresse continuellement. Écoute, c'est pas une surprise, c'est la troisième meilleure défense de la conférence Est, pardon. Mais qu'est-ce qui a changé vis-à-vis l'année passée? C'est que c'est rendu la deuxième meilleure attaque de cette même conférence. Et en plus, Nashville n'a pas toujours eu Walker Zimmerman. Il est parti à la Gold Cup. Il a été blessé pendant un moment. Donc, le fait que la défensive du Nashville aussi a bien fait malgré son absence, on voit qu'ils ne sont pas Zimmerman dépendants. Puis ça fait plaisir. Jill Anibaba a bien fait. Le dernier, le premier drafté de l'histoire du club, Jack Meyer, a bien fait. Et un Dave Romney n'a pas été complètement à l'abandon pendant l'absence de Zimmerman. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis du côté de l'attaque, pourquoi ça va si bien? Écoute, Ali Mouktar produit comme un joueur désigné finalement, avec 7 passes décisives, 8 buts. Et il y a aussi l'addition, c'est bizarre, je pensais jamais dire ça, mais CJ Sapong fait mais un très grand bien à l'équipe avec 9 buts. Est-ce que tu t'attendais à voir CJ Sapong marquer 9 buts à la Franchement, je mi-saison? m'attends. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il marque autant de buts comme ça parce que tu vois que son style de jeu est vraiment plus généreux parce que c'est un attaquant qui est très physique, donc il doit donner beaucoup de ballons. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est défensivement, comme tu l'as mentionné, le fait qu'on n'est pas dépendant de Zimmerman, c'est qu'on est capable d'aller chercher des joueurs qui sont peu connus, comme exemple Robert Castellanos qui est passé par Rio Valley, pardon, du côté de la Ouais, USL. RGV, ouais. Ouais, exactement. Donc, déjà là, lui qui a marqué son premier but face à Toronto, si je me rappelle bien, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que tu vois que toute son importance est assez capitale, en fait, parce que c'est beaucoup de renforts, parce que défensivement, c'est très solide. Donc, déjà là, avoir son acquisition de plus, c'est encore un bien pour les hommes de Gary Smith. Mais pour CJ Sapong, en fait, je trouve que moi, je suis vraiment surpris de sa contribution offensive parce que tu regardes les saisons précédentes, c'est pas celui qui va enfiler le plus de buts. Exemple, quand il était là à Chicago, c'était pas un attaquant vraiment en forme. Mais rendu à Nashville, c'est une nouvelle vie qu'on voit en ce moment. Donc, chapeau à Nashville, mais vraiment chapeau à Annie Mukhtar parce que c'est quand même lui le maestro de cette équipe. Donc, c'est pas pour rien que si Mukhtar produit, si Sapong produit, si Léal produit, et même avec l'acquisition de Ake Loba, parce qu'on s'attendait à tous que ce gars-là soit l'attaquant vraiment de pointe, mais Sapong a vraiment pris le relais, donc chapeau à lui aussi. Exactement. Je pense que ça met moins de pression sur Akeloba. Mais à un moment, peut-être qu'Akeloba va vouloir produire également. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la dynamique de fin de saison au niveau de l'attaque. J'ai l'impression que Jander Cadiz a vraiment perdu sa place. Est-ce que Akeloba va être capable d'épauler CJ Sapong? C'est à voir. Mais j'ai l'impression que si Loba fait vraiment
s'il fait vraiment bien, comme il a pu le faire en Liga MX, j'ai vraiment l'impression que le Nashville aussi pourrait vraiment jouer les troubles fêtes en série éliminatoire, un peu comme ils l'ont fait la saison passée. Parce qu'ils sont quand même, comme j'ai dit, c'est la deuxième meilleure attaque de la conférence Est. Donc, imagine Mhm. avec un nouveau renfort offensif, écoute, ça peut juste mieux aller. Donc, si Nashville SC continue à faire ce qu'ils font si bien, écoute, je pense qu'il y a aucune limite. Faut pas trop que je m'enflamme, mais c'est quand même seulement 2 défaites en 20 matchs. C'est l'équipe qui a eu le moins de défaites dans la ligue. Ah, je pense que tu peux le faire à ton équipe parce que c'est pas toutes les équipes qui sont capables de jouer aussi bien offensivement que défensivement. Et même pour Raquel Aubin, je pense que c'est juste de la profondeur de plus pour Nashville parce que durant les séries éliminatoires, ça se peut qu'il y ait des blessures. Et je pense qu'avec ce gars-là à la pointe, ça peut faire du bien parce que ça va être une deuxième partie de saison vraiment éreintante, non seulement physiquement, mais mentalement. Donc, je pense que ça prend tous les joueurs de l'effectif pour que Nashville connaisse du succès, comme ils ont connu du succès l'année dernière durant les séries éliminatoires. Ça n'a pas été très concluant, même s'ils ont fait un petit bout de chemin, mais n'empêche que c'est de l'expérience de plus à leur actif. Donc, Nashville, pour moi, ça va être une belle équipe à surveiller durant les séries éliminatoires parce que à la maison comme à l'extérieur, ils sont très, très bons. Ils sont capables d'aller chercher les 3 points mais ils sont capables aussi de, comme on dit dans le jargon, de park de bus quand il faut. Donc, vraiment, Nashville, c'est une belle équipe à voir. Moi, je suis excité parce que moi, je suis pas un fan de Nashville, mais vraiment, je commence à être dans le, comme on dit dans le jargon, être un bandwagon, si on veut, de Ouais. supporter Nashville. Mais franchement, j'aime vraiment ce qu'ils nous montrent sur le terrain. Oui, et une autre raison de supporter Nashville, c'est Brian Anunga, un joueur Mhm, francophone, un tout à fait. Camerounais. Écoute, on l'a même reçu à Culture Soccer, donc il y a que des bonnes raisons de suivre Nashville, mais Exactement. faut que je reste objectif quand même. Mais les choses vont bien. C'est pas comme s'il était à la 13e place et je disais, ah, tout va bien. Non, c'est ça. C'est ça, il reste en 2e place, c'est une surprise et on a quand même hâte de voir si les choses vont continuer ainsi. Mais Nashville a rarement eu une mauvaise passe en MLS, donc ça va venir un jour ou l'autre. Est-ce que c'est cette saison? Est-ce que c'est la saison prochaine? Est-ce que c'est l'autre? À voir, mais on va profiter pendant que ça passe. Ah, tout à fait. Garde la tête froide. Exactement, exactement. Et après ça, pour la 3e place, c'est NYCFC actuellement qui a cette 3e place avec 31 points, mais Philadelphie et Orlando ont le même nombre de points. Donc, j'ai décidé d'analyser les trois rapidement et je l'ai fait sous forme de questions. Donc, Richard, est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Vas-y, je suis prêt. Parfait. Donc, pour le NYCFC, comme j'ai dit, ils sont probablement à la 3e place avec 34 buts marqués, 19 encaissés. Donc, moi, ma question, c'était, est-ce que Castellanos peut être le joueur clé que le NYCFC a besoin selon toi? Moi, je pense que lui, parce que ça va être lui qui va contribuer au succès de l'équipe parce que durant le début de saison, il marquait pas beaucoup de buts. Donc, tu vois que le NYCFC avait pas autant de jeux, il n'y avait pas autant de wow dans leur jeu. Donc, moi, je pense que ça passe par Castellanos que le succès de NYCFC va commencer à éclore durant les séries éliminatoires. Donc, oui, c'est par Castellanos que le succès de NYCFC va passer. Parfait. Et oui, c'est ça, il y a déjà 6 passes décisives, 8 buts. Et honnêtement, c'est ça, la NYCFC, c'est une des meilleures défenses de la Ligue, on peut le dire. Mhm. Puis c'est pas une défense tant renouvelée que ça, là. C'est Alex Aliens, Maxime Chanot, encore une fois, Tina Home à droite. Il y a Amundsen, qui est un nouveau venu qui fait quand même du bien à cette défense, mais c'est vraiment une défense que c'est ça, ça va super bien avec un Castellanos en forme. Donc c'est ça. Je pense que s'il continue ainsi, ça devrait bien aller. Donc c'est ça pour la NYCFC. Cette fois, à Philadelphie, moi, ma question, c'était est-ce que Kasper Pribilko peut faire plus actuellement parce qu'il a seulement 6 buts? Donc, on voit que peut-être à Philadelphie, qu'est-ce qui manque, c'est les buts marqués. Ils ont encore une fois une aussi bonne défense que la NYCFC avec 19 buts. C'est la meilleure défense de l'Est, c'est ça, avec New York.
mais c'est au chapitre début que ça manque pour Philadelphie. Est-ce que tu penses que c'est Casper qui peut régler le tout? Moi, je pense que oui, parce que si tu regardes son actif durant les saisons précédentes, tu voyais que Bilko, il avait plus de buts, mais là, cette saison-ci, c'est une saison un petit peu plus creuse de sa part offensivement. Mais avec l'ajout de Daniel Gazdag et même avec Corey Burke qui va être en avant, avec lui, je pense que ça peut débloquer non seulement vers la fin de saison, mais aussi vers les séries éliminatoires, parce qu'il faut que tu prennes conscience que Philadelphie a quand même joué beaucoup de matchs en CONCACAF Champions League. Donc ça a été quelque chose de plus qui a été un peu plus éreintant, non seulement pour son élan, mais pour Pichabelko, je suis pas inquiet pour lui, mais je pense que ça va débloquer un peu comme à la Castellanos, mais je pense que si Pichabelko connaît une bonne fin de saison, Philadelphie va connaître une bonne fin de saison parce que, comme tu l'as dit, défensivement, c'est très solide. En arrière, avec Andrew Blake, c'est un excellent gardien dans la ligue. Donc, pour moi, ce ne sera pas une question de temps avant que Pichabelko retourne à ses vieilles habitudes de marqueur. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour son cas, mais ça va prendre du temps. Parfait. Et du côté d'Orlando, on voit une équipe qui est assez Nani dépendant. Mhm. Nani a quand même 4 passes décisives, 9 buts. Puis les autres joueurs offensifs ont de la misère, on pourrait dire, à produire. Selon toi, c'est qui peut épauler Nani dans cette équipe d'Orlando? Est-ce que c'est Akindele, Benji Michel, Pereira, Van der Water? Pour toi, c'est qui peut épauler là, notre grand Nani? Il y a plusieurs points d'interrogation, mais pour moi, si j'avais un nom à choisir, en fait, j'ai deux noms à choisir. Ce serait Benji Michel et même avec Chris Mueller, parce que Chris Mueller, pour moi, c'est le facteur X de cette équipe-là. Un excellent joueur, en fait, capable de déborder la défense, qui peut aussi soutenir Nani quand c'est le temps, même avec un Benji Michel sur l'autre côté. Donc, un joueur qui a été formé aussi du côté d'Orlando. Donc, moi, je ne serais pas surpris de voir l'apport offensif de Benji Michel accroître durant la saison morte, la saison morte, durant les séries éliminatoires, pardon. Donc, moi, je pense que ça va être par Benji Michel ou même par Chris Muller qui va pouvoir épauler Nani, même si on s'attend tous à ce que Daryl Dickey, qui est revenu de son prêt de la Championship en Angleterre, puisse amener un peu plus de flash offensif. Je pense que vraiment, c'est par ces deux jeunes joueurs, par Michel et par Muller, que Nani va pouvoir débloquer. Parfait. Ben oui, c'est des bons noms. Il y a la qualité du côté d'Orlando. C'est juste qu'on dirait les autres joueurs se sont peut-être trop dit, ah, Nani va faire les choses. On est tranquille. Non, en fait, je pense pas qu'ils ont pensé Non, ça. mais c'est Mais c'est ça. Sans Nani, écoute, le club a quand même des difficultés. Mais il y a la qualité. Il y a un Tesha Kindele qu'on avait avec le Canada qui tu sais, peut quand même Mhm. bien faire. Un Chris Mueller assez inconstant, mais quand ça va bien, écoute, il est inarrêtable. Il y a un Benji Mitchell qui veut faire son nom à MLS. Et on a oublié de parler, mais il y a un Daryl Dike qui est revenu, qui n'a peut-être pas eu un aussi grand impact que la saison passée. Mais tu sais, s'il retourne, s'il fait mieux du côté d'Orlando, je pense qu'il s'attendait peut-être à rester en Angleterre. Donc, s'il continue à être focus avec Orlando, les choses pourraient bien se passer pour la fin de saison. Mais pour toi, là, entre le NYCFC, Philadelphie et Orlando, c'est qui a le plus de chances de rester dans le top 3? Pour moi, je vois vraiment plus le NYCFC rester dans le top 3 parce que moi, j'aime vraiment leur style de jeu. Parce que si tu regardes avec des jeunes joueurs brésiliens qui sont à fort potentiel, avec Thiago Andrade, avec Thales de Magno, et même avec Jesus Medina, qui n'est pas brésilien, mais qui est paraguayen, mais qui a un très fort potentiel, je pense qu'avec cette équipe-là, offensivement, c'est très solide. Ça peut donner quelque chose de très intéressant. Puis je pense que ça peut aussi lutter même pour la deuxième place avec Nashville, parce que je vois des deux équipes un peu plus similaires mais pas tant similaire parce que Nashville, c'est très solide en avant, même en arrière aussi. Mais New York, pour moi, c'est une équipe à surveiller parce qu'avec l'éclosion justement de Medina, ça va faire vraiment du bien avec cette équipe-là. Donc, pour moi, Nashville, pardon, NYCFC, je les vois vraiment aller loin, même aller chercher la deuxième place s'il faut. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Tu sais, du côté de Philadelphie, ils se sont quand même beaucoup basés sur les jeunes, qui est une bonne chose, mais parfois, peut-être, c'est peut-être une équipe qui manque un peu d'expérience, même Mhm. s'il y a quand même de très, très grands vétérans. Mais du côté du NYCFC, j'ai l'impression que les choses sont un peu plus certaines.
La défense va bien. C'est une défense qui sont habitués de jouer ensemble. Ça fait très, très longtemps qu'ils jouent ensemble. Et c'est ça, j'ai l'impression, c'est ça, je pense que c'est juste qu'il y a plus d'assurance du côté du NYCFC. Et j'ai hâte de les voir en playoff. C'est une équipe qui a souvent du mal, donc j'ai hâte de voir si les choses vont Mhm. changer. Est-ce qu'ils vont finalement gagner un de leurs premiers matchs en playoff? Ça reste à voir, mais ils le mériteraient. Ouais, tout à fait. Puis je pense que avec les ambitions que ce club a, en fait, d'aller en séries éliminatoires, même quand ils ont joué face à Tigres, en fait, le NYCFC, c'est ce genre d'équipe qui aime ce genre de match-là. Donc, plutôt des matchs glamour, des matchs qui sont vraiment importants pour eux, pour la visibilité du club. Donc, juste le fait d'avoir des matchs comme ça, essayer de le reproduire également en MLS, notamment en playoff, ça peut être quelque chose de vraiment positif. Puis c'est de l'expérience que tu gagnes en même temps. Donc, New York FC vont vraiment être une équipe à regarder attentivement. Donc, moi, j'ai bien de les voir jouer, en fait, face à des grosses équipes en MLS, en fait. Exact, ça risque d'être intéressant. Finalement, pour ce qui est de la bataille pour les dernières places qualificatives, du côté de l'Est, pardon, il y a deux places qui peuvent être qui sont encore possibles, la sixième et la septième place. La sixième place est présentement occupée par DC United, la septième place par Montréal, mais Columbus et Atlanta sont vraiment pas si loin, à 3 points. Donc, on va voir c'est qui des quatre peut aller chercher les deux dernières places. Donc, si on Mhm. commence par le DC United, c'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse beaucoup. Donc, tu sais, on s'entend, on s'entend, Richard, que si le DC United veut aller chercher une place en playoff, euh, leur défense doit mieux faire. C'est un peu ça la clé, non? Tout à fait, parce que comme tu l'as mentionné, c'est par les défenses que tu gagnes les championnats. Donc, je pense que DC United vont vraiment plus mettre l'accent sur une stabilité défensive, parce que offensivement, c'est très solide avec Gressel et même avec Ola Kamara qui passe un petit peu sur le radar, qui a énormément de buts cette saison. Donc, je pense que c'est vraiment par la défense que ça va passer, mais j'aurais aimé ça. C'est sûr que vu que Bill Hamid n'est pas là, pour moi, ça fait c'est comme un sort de creux parce que tu vois que c'est quand même lui qui était un leader très vocal, non seulement dans ses buts, mais aussi que ses défenseurs centraux. Mais tu vois qu'avec Frédéric Briand, qui est un peu plus vieillissant, même avec Birnbaum, qui est un petit peu vieillissant également, mais qui est un excellent joueur aussi défensivement. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être dédommageable pour cette équipe-là, mais ça va être compliqué parce que derrière, tu as Columbus, tu as Montréal, tu as même Atlanta qui commence à engorger des points. Donc, ça va être une chose à disputer pour non seulement les places qualificatives, mais pour les séries éliminatoires également. Oui, et moi, si j'étais un supporter de DC United, j'aurais vraiment hâte que Donovan Pines revienne de blessure. C'était un joueur Ah, c'est que sûr. j'ai l'impression en début de saison a fait un bien fou à l'équipe. Du côté de la défense, il prend vraiment de l'expérience. Et c'est ça, j'aime vraiment le joueur. Donc, j'ai hâte qu'il revienne en santé. J'ai l'impression qu'avec un Donovan Pines en santé, un Bill Hamid en santé, DC United peut espérer prendre les deux dernières places qualificatives pour les playoffs. C'est ça, je pense que ça va vraiment être la clé pour cette équipe-là. Les retours de blessures, comment les joueurs qui sont de retour de blessure vont réagir, est-ce qu'ils vont être directement performants ou non. Donc, je pense que ça va être la clé du côté de DC United. Et si on continue avec les blessures, du côté de Montréal, sont également à 27 points. Euh, Avec une attaque pas si mal, une défensive pas si mal. C'est au niveau, on pourrait dire, moyen. Mais là, avec un Mason Toy blessé, puis ça peut être à long terme carrément, est-ce que Montréal peut garder la cadence et accrocher une place en playoff selon toi? Ça va être compliqué parce que franchement, sans Mason Toy, ça va être vraiment compliqué parce que tu vois que offensivement, Bjorn Johnson, il contribue pas du tout. Tu vois qu'avec Kyoto qui est encore blessé, qui attend d'être de retour au jeu, ça va être compliqué parce que sans Kyoto, sans Toy, même avec Ahmed Hamdi qui a été excellent selon moi dans l'autre jeu de CF Montréal, je pense que ces trois joueurs-là, s'ils sont pas là, s'ils n'arrivent pas à contribuer de manière offensive, ça va être très compliqué pour le CF Montréal, mais je pense que avec l'expérience qu'ils sont allés chercher, avec Struna, même Camacho qui commet quelques erreurs défensivement, je pense que ça peut le faire, mais
va falloir faire attention parce qu'en avant, ça va être très difficile. Parce que je pense que si tu mets Sunusi Ibrahim, qui est très, très jeune, il a juste 18 ans, à la pointe de l'attaque, je pense que c'est pas ça qui va faire, qui va tenir ton équipe longtemps durant les séries éliminatoires, même pour aller chercher la dernière place en playoff, parce que tu ne peux pas tout te fier sur un jeune joueur qui a 18 ans seulement. Donc, c'est par l'expérience que le club va aller de l'avant. Donc, ça va être très compliqué pour cette équipe-là. Oui, exact. Mais d'un côté, au début de la saison, je pense que personne ne s'attendait à voir Non, pas Montréal du tout. au classement. Je pense qu'il y a eu de l'espoir en début de saison quand les choses se déroulaient à merveille. Mais tu sais, je pense pas que, par exemple, une huitième ou une neuvième place serait une déception du côté de Montréal si on reste, si on reste réaliste. Mais d'un autre côté, il y a quand même plusieurs jeunes joueurs dans cette équipe-là. Donc, je pense que Mhm. la saison prochaine, avec quelques renforts, ça risque de très bien aller. Mais je partage ton avis. Je pense que sans Mason Toy, qui faisait très bien, ça risque difficile pour marquer les buts. Le meilleur buteur après Mhm. Mason Toy, c'est Mihailovic avec 3 buts. Ça, c'est Victor Wanyama avec 2 buts. Donc, il manque de production offensive. Donc, ça reste à voir. Je pense que si Montréal trouve un remplaçant de taille, ça peut être dans l'effectif ou ailleurs au poste de buteur. Je pense que là, il peut avoir de l'espoir, mais actuellement, avec tes productions actuelles, ça risque d'être difficile, comme tu l'as dit. Oui, tout à fait. Donc, c'est une équipe qui est très jeune, mais il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe-là parce que tous les pronostiqueurs les voyaient vraiment finir dernier. Donc, déjà là, le fait d'être en dernière place en séries éliminatoires, c'est une victoire en soi. Donc, chapeau à eux. Mais je pense que là, durant les matchs qui vont arriver, ça va aller très vite. Donc, il va falloir être vraiment tranchant dans le dernier tir offensif. Donc, s'ils arrivent à aller chercher un attaquant qui est agent libre, parce que la fenêtre est encore ouverte pour les agents libres. Donc, s'ils arrivent à aller chercher un joueur capable de finir dans le dernier tir offensif, je pense que le CF Montréal peut s'en tirer parce que défensivement, c'est pas si pire. Au milieu de terrain, c'est pas pire non plus. Donc, si ça prend un dernier joueur pour soutenir cette équipe-là, ils vont tout faire pour aller le chercher. Donc, c'est à eux de tout donner sur le terrain. Exactement, exactement. Et maintenant, si on continue, on serait rendu autour du Crew de Columbus, qui a eu un rebranding avec beaucoup de critiques Mhm. qui ont changé leur fusil d'épaule, qui sont revenus au Crew. Euh, c'est une équipe qui va très mal actuellement. Vraiment, ils enchaînent les défaites. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Leurs 5 derniers matchs, c'est des défaites. Euh, c'est une équipe qui encaisse pas énormément, mais qui marque tout simplement pas. Donc, moi, j'aimerais émettre un avis de recherche à l'offensive du Crew de Columbus parce que j'arrive pas à croire qu'une équipe avec Zardes, avec Molino, avec Santos, avec Zela Zelara, Ryan. oui, ait seulement 21 buts en 20 matchs. Je pense que c'est la raison du pourquoi le Columbus Crew a du mal ces temps-ci et depuis le début de la saison. Au début, il y avait l'excuse de la Ligue des champions CONCACAF, mais là, il n'y en a plus d'excuses et ça ne marche toujours pas. Ouais, il faut vraiment que les joueurs offensifs se réveillent parce que actuellement, la défensive fait quand même le boulot. C'est pas parfait non plus, mais ils font déjà mieux que l'offensive. Donc, il faut vraiment là, que les grosses pointures du coup commencent à produire offensivement. Ouais, tout à fait. Mais moi, contrairement à toi, je suis inquiet, mais je suis pas énormément inquiet parce que je pense qu'avec la MLS Cup qu'ils ont gagné la saison dernière, c'est de l'expérience de plus. Donc, ils vont quand même aller revenir chercher les 3 points puis aller essayer de se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais moi, j'ai confiance en les hommes de Caleb Porter parce que c'est un gagnant, c'est un combattant aussi parce qu'il sait comment gérer son équipe et ses troupes dans des moments difficiles. Mais c'est sûr que quand tu vois que Zelarayan, Zardes, Santos, même avec un jeune joueur du nom d'Alexandru Matan, moi, je m'attendais à ce que cette équipe-là s'amuse au niveau offensif, même avec un Darrington Nagby aussi qui passe pour moi sous le radar, mais qui est excellent au milieu de terrain. Moi, je pensais que cette équipe allait avoir vraiment de plaisir, mais finalement, ce n'est pas le cas. Mais ça va prendre du temps, mais je pense que cette équipe-là a besoin d'un électron-choc. Mais ça va passer par les attaquants parce que défensivement,
pas si pire, c'est correct, mais c'est pas comme l'année dernière. Au niveau des gardiens de but, avec Elio Room, ça pourrait être mieux, mais c'est pas parfait. Donc, ça va dépendre de chaque match, puis chaque match va compter pour le crew, même pour sa survie, en fait. Ouais, exact. Parce que là, à 3 points d'une place en playoff, il leur reste quand même 14 matchs. Tu sais, les 3 points sont vraiment là, accessibles, mais avec la forme actuelle, il faut que Columbus se réveille, sinon l'écart va se creuser, va se creuser. À un moment, ça sera plus rattrapable. Et les autres équipes derrière le crew vont peut-être même les dépasser. Donc, il faut qu'ils se réveillent très rapidement, sinon la place risque de s'échapper assez vite, assez vite. Mhm. Sinon, une autre équipe qui est à 24 points, c'est Atlanta. Ils sont un peu dans la même situation que Columbus. C'est au niveau de l'attaque que ça cloche, avec seulement 23 buts marqués, avec une défense c'est ça, qui fait quand même bien le boulot. Je pense qu'Atlanta a surtout eu un mauvais départ avec Gabriel Henze. Maintenant, c'est 3 victoires d'affilée. Donc, les choses vont un peu mieux. Qu'est-ce que ça prend selon toi à Atlanta pour que les choses aillent, bien, pour que Aille les choses mieux. aillent mieux avec Gonzalo Pineda, ouais. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, ça pourrait être mieux parce que si tu regardes défensivement, c'est pas mauvais non plus avec Miles Robinson, avec Franco, avec George Bello et même avec Brooks Lennon, c'est pas mauvais non plus. Je pense que c'est vraiment au milieu de terrain que ça va vraiment débloquer parce que je trouve qu'avec Santiago Sosa, c'est pas pire non plus, mais ça pourrait être mieux. Mais avec Marcelino Moreno qui fait quand même du bien offensivement, mais je pense que ça prend un gars un peu plus du style à la Osorio qui est capable d'être bon offensivement, qui est bon défensivement. Donc, moi, c'est ce qui me manquerait plus à la formation d'Atlanta, mais offensivement, il y a beaucoup de talent. Si tu regardes Moreno, tu regardes Joseph Martinez, tu regardes Ezequiel Barco, tu regardes même avec l'acquisition qu'ils ont faite récemment avec Luis Araujo qui vient de Lille. Donc, il y a tout le potentiel offensif pour Atlanta. Donc, ils sont capables de le débloquer. Ça va prendre du temps, mais ça va être quand, en fait? Parce que c'est sûr que le temps presse, mais là, avec les 3 victoires d'affilée, je pense que ça va faire du bien au moral. Non seulement Martinez qui a marqué face à OED FC, ça va faire du bien. Donc, l'éclosion de Barco arrive à temps parce que ça a été long, ça a été très long, mais finalement, ça a débloqué. Donc, Atlanta, c'est une belle équipe à regarder durant le dernier mois pour les séries éliminatoires. Donc, ça va être chaud. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ça va être chaud, mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Exactement. Depuis l'arrivée de Gonzalo Pineda, ça va quand même mieux. Et même avant, écoute, Gonzalo Pineda avait, pas Gonzalo Pineda, Ezequiel Barco avait pratiquement rien fait depuis le début de la saison. Et en 4 matchs, il est à 3 buts, 2 passes décisives. Donc, on peut dire peut-être que Ezequiel Barco vient de s'adapter à la MLS. C'est Finalement. bien. Et ça risque de faire du bien aussi à Joseph Martinez. On l'avait vu perdre foi en l'équipe avec Gabriel Henze, avec son retour de blessure. Je pense que la dynamique avec le coach, ça allait tout simplement pas. Ça va être une des raisons pourquoi il est parti également. Mais là, Martinez, je crois qu'il commence à revenir en forme. 3 buts à ses 4 matchs. Ça va mieux. Est-ce que si les choses continuent ainsi, un Barco en forme, un Martinez en forme, les victoires qui y vont, écoute, je pense qu'on est en train potentiellement de revoir notre ancienne puissance du Atlanta United. Je ne parle pas pour cette saison. J'espère pour eux qu'ils vont accrocher des places pour les playoffs, mais si la dynamique reste ainsi pour la saison prochaine, là, on risque d'avoir un nouveau Atlanta en forme. Oui, tout à fait. Mais je pense que le projet commence tranquillement, pas vite, à éclore parce que tu vois qu'avec Gonzalo Pineda qui arrive à la barre de cette équipe, tu reconnais un peu plus l'identité d'Atlanta, qui est très, très offensif, qui aime se battre jusqu'à la fin. Mais ça va prendre du temps avant que ce projet-là éclore, mais tu vois que le potentiel est vraiment présent avec Martinez qui est à la pointe, avec Barco qui éclore finalement. Et avec Luis Araujo qui arrive en tant que joueur désigné. Donc, ça va faire du bien à cette équipe-là de pouvoir éclore au niveau offensif. Donc, Atlanta a tout le potentiel pour se qualifier en séries éliminatoires, mais je pense que ça va être une question ça va être une gestion d'émotion, même une gestion au niveau physique, parce que ça va être éreintant au niveau de la fin de saison. Oui, exact. Et donc, selon toi, les 2 dernières places qualificatives vont être prises par quel club? Moi, j'aimerais ça voir Montréal. Mon cœur part pour Montréal, mais ma tête pense que le Crew va pouvoir aller chercher
Non, pas la septième place, mais la sixième place. Mais je vois DC United dégringoler à la huitième ou la neuvième place. Je vois Atlanta faire un petit push offensif, comme on dit, mais peut-être pas pour aller chercher la dernière place. Ils vont peut-être s'effondrer à la dernière minute, peut-être à la huitième position. Donc, pour moi, ce serait sixième position, ce serait le Crew. Septième position, ce serait Montréal. Huitième, Atlanta. Neuvième, DC United. OK, intéressant. Moi, je pense que je vais y aller avec les deux qui sont en dehors du portrait pour l'instant. Je pense que je vais y aller pour Columbus, Atlanta. Mais j'ai plus on dirait que je suis plus rassuré par Atlanta actuellement que Columbus. Fait que si je devais en garder, si je devais enlever Columbus, je dirais Atlanta-Montréal. Mais moi, j'ai l'impression que Columbus va se ressaisir pour aller défendre son titre. Donc, Mhm. pour moi, c'est Columbus-Atlanta. Pour toi, c'est Atlanta, non, Columbus-Montréal. Exact. Donc ça reste à voir, hein. Ça risque d'être intéressant, comme chaque fin de saison, à chaque saison de MLS, c'est toujours intéressant. Mhm. Pour finir, à l'Est, pour toi, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a déçu dans cette conférence? Il y a le Toronto FC. Ce serait trop facile d'accuser le Toronto, mais franchement, Miami, pour moi, ça a été une déception parce que même s'ils ont allé chercher un ancien directeur sportif de Seattle Sounders, du côté de Henderson, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de cohésion dans le projet, mais c'est pas du tout le cas. Ça commence à en arracher. Tu vois qu'avec Pizarro, c'est plus ou moins cohérent, mais même s'il a quand même contribué offensivement lors du dernier match, je trouve que son apport est peu utilisé. Il n'y a pas de projet. C'est que des gros noms avec Matuidi, Higuaín, même Pizarro. Mais avec tout leur antécédent, peut-être pas frauduleux, parce que c'est un gros mot, frauduleux, mais dans le sens qu'ils ont triché, en parenthèse, Ouais, avec ouais. quatre joueurs désignés, ce qui n'est pas le cas. Je pense que ça peut être un manque peut-être de savoir-faire dans la ligue, mais ouais, franchement, Miami m'ont déçu, notamment au niveau projet sportif, mais au niveau sur le terrain, ça a été un petit peu déçu. Ouais, ben, tu sais, t'as voulu épargner Toronto. Moi, je pense que je vais avoir du mal. Toronto, écoute, ils ont encaissé plus que les Revs ont marqué. Je Mhm. pense que ça dit comment c'est désastreux. Les Revs ont marqué 40 buts avec des Carles Gil, des Gustavo Bou. Du côté de Toronto, c'est l'inverse. Ils ont des ils ont des joueurs, tu sais, du côté des Revs, c'est des DP exceptionnels, mais du côté de Toronto, là, la défense est à la ramasse. Mhm. Même au début d'Orlando, quand l'équipe encaissait, je pense que c'était moins pire C'était que moins ça. pire, ouais, en Ouais, effet. je pense que si on regarde le rythme, là, Toronto va s'approcher là, des 70-80 buts encaissés. Et ça, c'est vraiment pas normal. Seulement 3 victoires dans leurs 20 matchs. Donc oui, ça l'encaisse beaucoup. Moi, qu'est-ce qui me déçoit le plus du côté de Toronto, c'est j'ai l'impression que même s'ils savaient un peu que Vanney cherchait peut-être un nouveau projet, voulait partir, ils n'ont pas préparé l'après-Vanney parce que sais, après qu'il soit parti, on a vu un long processus d'entrevue et finalement pour atterrir avec Chris Armas, j'ai rien contre lui, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il rapporte des MLS Cup saison après saison du côté de Toronto et on l'a vu, il fait plus partie de l'organisation. Donc honnêtement, les choses vont pas très bien à Toronto. Et tu sais, du côté une équipe comme Montréal, on peut dire, ah, l'année prochaine, peut-être ça va bien aller. Mais c'est toujours pas le cas. Donc, C'est ouais, beaucoup de points d'interrogation, en fait, du beaucoup de côté de points Toronto. d'interrogation, c'est ça, et pas forcément. On n'est pas forcément optimiste pour la suite. Donc, non, ça va pas bien à Toronto. Euh, on leur souhaite le meilleur parce que c'est Mhm. toujours bien. Tu sais, ça reste une équipe canadienne. Peut-être que c'est pas tous les supporters De de Montréal Montréal. qui vont être d'accord avec moi. Mais bon. On serait rendu à l'ouest, Richard. On va revenir dans le haut du classement. Écoute, Seattle, qui sont au sommet de l'Ouest avec 39 points. C'est suivi par SKC à 38, le LA Galaxy à 35, Colorado à 34, le Real Salt Lake à 27, le Minnesota United à 27 et Portland à la 7e place avec 24 points. Donc, c'est ça, ça va. C'est aussi très serré dans l'Ouest, surtout pour la première place.
et pour les dernières places qualificatives, bien sûr. Donc, si on commence avec ceux qui sont au top de l'Ouest, les Sounders de Seattle, écoute, défense à 3, quelle défense? 16 buts encaissés en 20 matchs. Écoute, Brandon Schmetzer a trouvé le secret de comment défendre un MLS, hein? Mais le 3-5-2 s'est rendu la mode, en fait, non seulement en MLS, mais partout en Europe. Donc, Seattle, pour moi, c'est une équipe, c'est quasiment une dynastie. C'est une équipe vraiment forte. En fait, c'est l'équipe exemple à suivre du côté de la MLS parce que offensivement, même avec des joueurs qui commencent à vieillir, avec Lodero, t'as Rui Diaz qui est toujours en forme, je trouve que c'est une équipe qui est vraiment bien rodée, qui a vraiment un style de jeu qui leur appartient à eux. Donc, vraiment chapeau à cette équipe-là, mais défensivement, c'est très solide avec Aymar en arrière. T'as Alex Roldan aussi qui est très, très bon. Donc, c'est vraiment un beau projet à suivre, un beau projet, une belle équipe à suivre, en fait, parce qu'il y a vraiment de cohérence. Et je trouve qu'avec Schmerzer aussi, qui était plus ou moins sûr de revenir pour une question contractuelle, qui est revenu finalement, je trouve que ça a été non seulement un bel ajout, mais aussi une belle continuité à son projet parce que cette équipe-là fait juste monter, monter, monter. Il n'y a pas vraiment de défaut à cette équipe-là, mais vraiment, c'est une équipe vraiment à suivre, une équipe exemple, en fait, pour les autres équipes en MLS. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tout le mérite va à Seattle parce qu'on s'entend, leur défensive, c'est pas des joueurs extrêmement connus. Ils sont pas allés chercher 3 DP Non, c'est pour ça. occuper les postes de défenseurs. Tu sais, c'est Abdoulaye Sissoko, Mhm, un joueur français qui vient de la réserve, qui avait joué avec le Defiance de Tacoma en Championship depuis 2019. Il y a Xavier Arriaga qui est mhm, arrivé il y a 2 ans à Seattle, qui a progressé dans le club. Il y a Shane O'Neill, on s'entend, il est là depuis la saison dernière, mais avant d'arriver à Seattle, en tout cas, du coup, avec Orlando City, ça se passait pas extrêmement bien. Écoute, c'est un joueur moyen d'MLS. Yemar Gomez, il n'y avait aucune certitude. C'est un joueur qui venait de l'Argentine avec l'Union, qui n'est pas un très, très, très grand club d'Argentine. Donc, c'est vraiment des recrutements spécifiques et vraiment, ils sont allés avec des profils et non pas avec des noms. Puis là, je ne vise pas l'Inter Miami, là. Ils sont allés chercher des profils spécifiques et ça leur réussit. Donc, vraiment, chapeau. J'aime vraiment ça, voir des équipes réussir dans des compartiments comme la défense avec des joueurs vraiment qu'on ne connaissait pas forcément au départ. Tout le mérite va à l'organisation des Sanders pour ça, là. Oui, tout à fait. Même avec les jeunes joueurs, tu vois qu'il y a vraiment une belle cohésion avec Josh Atencio. Tu as même le gardien Steve Cleveland, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle. Stephen Cleveland, pardon, et non Steve. Je trouve que c'est un bel ajout à l'effectif parce que c'est une effectif qui est très vieillissante, mais qui sont capables d'aller chercher des points très importants quand c'est le temps. Et avec des joueurs peu connus, comme tu l'as mentionné, je trouve que c'est pas par l'argent que ça passe, mais c'est vraiment par le recrutement. Et je trouve qu'avec la philosophie que Seattle tente d'instaurer. Je trouve que ces acquisitions-là font vraiment du sens et ça paraît très bien que cette équipe-là, ils sont non seulement rodées pour aller faire une saison complète, mais aussi pour aller chercher la MLS Cup. Oui, et si on prend le dernier match qu'ils ont joué, c'était une victoire de 1-0 face au FC Dallas. Tu parlais d'une équipe vieillissante, mais à la fois avec aussi des jeunes joueurs qu'on voit vraiment sortir de la réserve, comme un Josh Atencio, tu en as parlé, Mhm, qui joue vraiment de plus en plus. Il y a 12 matchs de jouer, mais il y avait aussi un Danny Levia mhm. à seulement 18 ans qui a 17 matchs cette saison. Donc vraiment, l'équipe commence à faire confiance aux jeunes et ça, on ne le voyait pas forcément dans le passé. Donc, écoute, ça, c'est vraiment bien. Si la formation des Sanders commence à bien fonctionner, écoute, ils vont tout simplement être inarrêtables. Un recrutement intelligent, Mhm. des grands noms tout de même et une formation exceptionnelle. Écoute, qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est déjà une dynastie, mais là, ça va être une dynastie à la deux. Ouais, tout à fait. Même avec les jeunes, avec un petit peu la vieillesse, en fait, je pense que c'est une équipe qui est vraiment bien bâtie pour non seulement les playoffs, mais aussi pour un bon bout de les prochaines saisons à venir. Et ce qui m'étonne toujours avec cette équipe-là, c'est que même dans les grands matchs,
ils arrivent toujours à livrer la marchandise. Tu l'as vu la semaine dernière face à Portland, c'est un derby de la Cascadia. Ils arrivent à enfiler 6 buts. 6 buts, il faut quand même le faire, mais même face à Tigres durant leur match de Leagues Cup, ils ont quand même gagné 3-0 face à Tigres. Même si Tigres, n'était pas l'équipe la plus excitante à avoir joué, mais n'empêche que c'est Tigres, qui est quand même un mérite très, très fort à souligner. Ouais, ouais. Donc, vraiment, chapeau à cette équipe-là qu'ils arrivent non seulement à gagner quand c'est important, mais surtout quand l'adversaire est très, très solide derrière, en fait. Donc, chapeau à cette équipe-là, parce que vraiment, il faut le faire. Non seulement enfiler 6 buts face à Portland, son rival direct, et mettre 3-0 face à Tigres, et finir premier dans l'association Ouest. Ça, c'est tout un exploit qu'il faut souligner, en fait, pour cette Ouais, équipe. c'est ça. Puis tu as entendu parler de leur confrontation contre les Tigres, un 3-0. Actuellement, je pense à MLS, si on prend les deux tops de chaque conférence, les Revs et Seattle, pour affronter une équipe mexicaine, moi j'envoie Seattle qui a de Ah, c'est l'expérience dans sûr. ces C'est sûr. compétitions-là. Peut-être une équipe plus, c'est ça, plus d'expérience et vraiment des bonnes individualités comme les Revs. Écoute, la prochaine phase pour la League Cup, c'est contre Santos le 14 septembre. Ça risque d'être très intéressant. Mhm. À voir, à voir. Je pense que la priorité pour Seattle va rester la MLS parce qu'ils sont seulement à un point devant le Sporting Kansas City qui continue sur la bonne lancée de la saison dernière. C'est une équipe qui fait très bien. Il y a 2 ans, on les avait perdus de vue. On se demandait Mhm. si Steve Vermees allait être limogé. Une saison vraiment exécrable. Et finalement, l'organisation a continué à lui faire confiance et ça l'a payé. La saison passée, ils sont revenus au sommet. Cette saison, ça va encore très bien. Une bonne attaque, une bonne défense. Et Daniel Chaloy, écoute, est inarrêtable cette saison avec 12 buts et 5 passes décisives. Écoute, ça, moi, je ne m'en entendais pas. C'est tout simplement le meilleur buteur de la Ligue avec Gustavo Bou. Euh, Mhm. Est-ce que tu avais prédit ça? Moi, je savais qu'il était bon. Je savais pas qu'il était aussi bon pour arriver à ce chiffre-là parce que j'aime vraiment Sporting Kansas City. J'aime vraiment leur philosophie. J'aime vraiment comment leur style de jeu est vraiment axé sur l'offensive et leur reculement vraiment est juste parfait parce que c'est vraiment subtil. C'est pas des gros noms qui vont chercher, mais c'est des noms qui sont vraiment cadrés le style de jeu que Peter Vermes veut amener dans cette équipe. Mais pour revenir à Chaloy, je trouve que c'est un gars qui passait un petit peu inaperçu parce qu'avec Gianluca Buso qui était dans les rangs, même s'il est parti en Italie, je trouvais qu'on ne parlait pas assez de lui. Je trouvais qu'avec Johnny Russell, qui était vraiment c'est le capitaine dans cette équipe-là, mais je trouvais que Chaloui était moins souvent prononcé parmi la discussion. Mais vraiment, Chaloui, pour moi, c'est vraiment la révélation de cette saison-ci parce que c'est pas le gars le plus excitant à avoir joué, mais il est vraiment tranchant quand c'est le temps d'être tranchant. Donc, ses nombreux buts parlent de lui-même. Donc, c'est une belle réalisation en soi. Mais au niveau collectif, il y a même beaucoup de flash offensifs, tu vois, qui est très vertical, qui est très tranchant, qui est très généreux aussi. Donc, ça cadre parfaitement le style de jeu que Peter Vermes va amener. Donc, chapeau à la formation parce que, comme tu l'as mentionné, 2 ans auparavant, on ne les voyait pas aussi performants comme ça parce que c'est un peu plus nébuleux. Même avec la situation de Peter Vermes au niveau contractuel, c'était plutôt nébuleux, comme je l'ai dit. Mais vraiment, chapeau à cette équipe-là, mais même chapeau à Chaloui qui, non seulement connaît une bonne saison, mais qui mérite aussi sa place au sein des étoiles de la MLS. Oui, et tu sais, oui, Bouzio est parti, mais il va y avoir d'autres jeunes qui vont prendre le relais. Mhm. Des Wilson Harris, des Grayson Barber. Des Sinon, il Cam y a Duke, ouais, Cameron Duke, que je pense que c'est vraiment lui le prochain taulier au milieu de terrain. mhm. Et en plus, c'est ça, tu sais, il y a Rémi Walter qui fait très bien, tu sais, celui qui est arrivé de la Ligue 1 qui fait très bien au milieu de terrain, qui peut même épauler en attaque. Donc, écoute, est-ce qu'ici, tu as parlé de leur modèle, c'est un modèle que moi aussi je respecte beaucoup. C'est un modèle qui est basé sur la formation avec des recrutements quand même intelligents. Oui, ils ont dépensé beaucoup pour Alan Pulido, mais excepté ça, c'est assez rare qu'ils mettent des millions et des millions de dollars sur des joueurs.
Non, ça va très bien pour SKC et c'est une équipe, tu parlais tantôt des Revs que c'était une équipe originale, une équipe pionnière de la MLS, mais c'est la même chose avec SKC, donc les voir au sommet. Oui, ils ont changé de branding, mais ça reste une équipe originale, donc c'est bien de les voir au sommet. Euh, un peu plus loin que les LA Galaxy, une autre équipe originale. On a des bons liens aujourd'hui. Oui, c'est ça, le LA Galaxy à la 35, avec 35 points à la troisième place. Qu'est-ce que tu penses, toi, du LA Galaxy? C'est bien de les voir au sommet, non? Ouais, tout à fait, parce que tu regardes la saison dernière, c'était vraiment pas du tout à ce qu'on s'attendait aujourd'hui. Mais vraiment, ça a été le facteur Greg Vanney qui a tout changé dans cette équipe-là parce que tu vois qu'avec son expérience, tout son pédigré, c'est le fait qu'il a gagné une MLS Cup aussi avec Toronto qui fait en sorte que le LA Galaxy en soit là aujourd'hui. Mais je pense qu'avec Chicharito aussi qui s'est répenti, pardon, parce qu'il a connu une mauvaise saison la saison dernière. Et là, aujourd'hui, il connaît une très bonne saison, même s'il est blessé en ce moment. Je trouve que son apport est très important au sein de cette équipe-là, mais aussi son leadership se fait transmettre aussi au sein de son équipe. Et je pense que c'est non seulement par Charito et par Greg Vanney que le LA Galaxy connaît autant de succès, mais j'aime aussi souligner les joueurs français parce qu'il y en a beaucoup avec Samuel Grandsir, Kevin Cabral et même avec Ryan Reveloson, même si c'est un malgache. Je trouve qu'il évolue en Ligue 2 du côté de Troyes. Mais je trouve que ce gars-là aussi amène beaucoup de stabilité au niveau du milieu de terrain. Et vraiment, c'est par là que Greg Vanney repose ses assises dans son style de jeu. Je trouve que c'est une belle cohésion. Donc, le LA Galaxy, pour moi, c'est pas étonnant de les voir c'est pas étonnant, mais en même temps, je suis surpris. Donc, chapeau à cette équipe-là et chapeau surtout à Greg Vanney qui a su gérer une équipe qui était un petit peu à la ramasse, en fait. Oui, exact. Exact. Je pense que Greg Vanney a pris un gros risque, un gros projet avec les Galaxy, mais c'est vraiment lui qui, on dirait que c'était seul lui qui avait la réponse pour les Galaxy, qui avait des faiblesses les dernières saisons, même avec des gros recrutements, ça allait jamais. Oui, encore une fois, cette saison, la défense n'est pas exceptionnelle, mais elle tient le coup. Ça, c'est déjà Mhm. bien. Donc, c'est ça, Greg Vanney a vraiment métamorphosé les Galaxy. Il a redonné confiance à Chicharito. Donc, juste voir les Galaxy gagner régulièrement cette saison à la troisième place, c'est parfait. Moi, honnêtement, je ne leur mets pas trop de pression. J'espère qu'ils vont bien faire en série éliminatoire, mais juste les voir dans le haut du classement, ça donne espoir pour le reste, le reste du projet Vanney au LA Galaxy. Je pense qu'il n'est pas là pour seulement une saison. Donc, je pense que ça va vraiment une progression et je pense que personne ne va s'alarmer si, par exemple, ils perdent à leur premier match de playoff. Donc, c'est vraiment un projet à long terme. Et donc, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais oui, ils méritent grandement leur troisième place. Oui, tout à fait. Puis je pense que son style de jeu, sa philosophie cadre parfaitement à ce que le LA Galaxy représentait autrefois. Donc, chapeau à cette équipe-là, mais je pense que c'est rendu aux séries éliminatoires que ça va se décider, à savoir si ça passe ou si ça casse, parce que au niveau de la saison régulière, c'est très, très bon. Mais je pense que, comme je l'ai mentionné, ça va vraiment, soit ça passe, soit ça casse en série, parce que c'est une autre saison. Donc, Ouais. c'est là que tu vas voir que les équipes qui sont bien rodées, et là, qui ont beaucoup de profondeur vont plus s'en sortir. Donc, si le LA Galaxy arrive à s'en sortir, non seulement au niveau des gardiens de but, au milieu du milieu de terrain, même au niveau des attaquants, je pense que ça va bien se passer, mais pour aller chercher la MLS Cup, ça prend vraiment ce facteur X au niveau de l'attaque. Et je pense qu'avec non seulement la Chicharito, avec les nouvelles acquisitions qui sont faites avec Dejan Jovicic, désolé de ma prononciation, je trouve que ça fait vraiment plus de sens au projet que Greg Vanney veut instaurer, en fait. Oui, et une équipe qu'on ne voyait pas dans le top 3, mais là, avec la victoire justement face au LA Galaxy, se rapproche quand même très, très proche à un point du top 3, c'est les Rapids du Colorado. Selon toi, avec l'arrivée de Marc-Anthony Kaye dans l'organisation, est-ce que voir Colorado dans le top 3, c'est possible? C'est possible, oui, parce que je trouve que c'est une équipe qui passe vraiment sous le radar. Tu vois qu'avec l'acquisition de Mark-Anthony Kaye, il y a beaucoup plus de sens à ce que Robin Fraser veut amener comme jeu, mais je trouve qu'il manque
pour arriver au top 3, je trouve qu'il manque il manque un petit truc, en fait, parce que si tu regardes au niveau offensif, avec Shinyashiki, avec Rubio, c'est pas des attaquants qui vont vraiment, ils vont donner au moins 10 buts par saison, même si Shinyashiki est très performant en ce moment. Mais je trouve qu'il manque cet attaquant-là, neuf, auquel on peut vraiment se rallier quand ça va mal, mais c'est pas avec un Rubio ni avec un Shinyashiki qui va pouvoir permettre à cette formation-là d'aller non seulement aller au top 3 mais pouvoir aller dans une autre étape dans la saison, même durant les séries éliminatoires. Donc, c'est ce qui manquera à cette équipe-là pour atteindre le top 3 selon moi. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que c'est ça, du côté de la défense, il n'y a rien à dire. Mais oui, c'est vrai, du côté des buteurs, là, le meilleur buteur, c'est Michael Barrios avec 5 buts. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être un apport offensif. Ça pourrait être bien du côté du Colorado. Donc, oui, je pense que sans recrutement à l'attaque, je pense qu'ils vont rester à la quatrième place et c'est déjà très bien pour Colorado. On voit qu'ils font bien depuis la MLS Cup, donc ça aussi, c'est bien à voir. Sinon, c'est ça, Salt Lake, le Real Salt Lake, le Minnesota United, je pense vraiment qu'il n'y a, pas il y a pas de crainte à avoir. Je pense qu'ils vont quand même rester dans le portrait des séries éliminatoires. Donc, pour moi, corrige-moi si tu penses que j'ai tort, mais pour moi, la dernière place qualificative à l'Ouest va se jouer entre Portland, les LAFC et les Earthquakes de San Jose. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, mon cœur est plus pour Portland parce que tout comme toi, tu supportes Nashville, mais moi, je suis pas Portland depuis un petit moment déjà. Donc, ça va être une fin de saison assez ardue, non seulement pour les trois équipes, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens que ça va se disputer entre ces trois équipes. Mais si Portland arrive à se réveiller quand c'est le temps, eh ben, ils vont pouvoir y arriver. Mais moi, je vois pas San Jose ni, ben, je ne vais pas dire le LFC, mais je vois pas San Jose aller chercher la dernière place qualificative parce qu'ils ont toujours le moment, ils ont toujours un moyen de tout défaire quand ça va bien. Donc, du côté de LFC, peut-être qu'il y a une légère chance, mais si Carlos Vela ou même Diego Rossi arrive à se réveiller quand c'est le temps, parce que je ne vois pas comment un Vela, qui selon moi est un petit peu moins motivé que la saison dernière, même s'il est très performant, avec un Diego Rossi qui est bon, mais qui n'est pas au top de ce qu'on connaît, et avec un milieu de terrain qui est un peu plus moins reluisant, même si Atuesta qui est de retour de blessure avec un Latif Blessing qui est là, mais qui n'est pas aussi performant avec un Cifuentes qui est bon, mais qu'on peut s'attendre à mieux. Je trouve que le LFC, pour moi, peut-être une légère régression, mais ça va être une équipe qui va être très dangereuse à surveiller durant la fin de saison. Ouais, ben pour moi, là, vraiment, je pense que Portland, je suis désolé, Richard, mais Ah, il n'y a pas de problème. avec les problèmes défensifs, j'ai peur pour eux, surtout en fin de saison, quand justement ils vont affronter peut-être des équipes qui se battent pour les séries. Je pense que peut-être ça va coûter cher pour Portland, Hmm, parce que c'est quand même 36 buts encaissés en 19 matchs. c'est énorme. C'est énorme. Tandis que oui, du côté du LAFC de San Jose, la défense est juste un peu mieux. Tu sais, c'est pas une défense parfaite, mais c'est ça. Du côté du LAFC, je suis pas forcément rassuré parce que on voit vraiment qu'ils sont dépendants offensivement De de Carlos Carlos Vela. Vela, de Diego Rossi. Donc, si Vela ou Rossi ne vont pas bien, le LAFC ne va pas bien. Puis, Mhm. c'est ça, du côté de la défense, je ne suis pas certain que c'est la défense du LAFC qui va leur permettre d'aller en playoff. Donc, si Vela et Rossi, comme un peu tu l'as dit plus tôt, si ils ne commencent pas à enchaîner les buts et les passes décisives, je pense que ça va être limite pour le LAFC. Tandis que du côté de San Jose, les choses vont quand même bien récemment. Ils étaient assez dans les bas-fonds du classement en début de saison. Et là, on voit que depuis quelques temps, ça va bien. Écoute, leur dernière défaite date du 26 juin. Donc, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas perdu. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs sans défaite. Et c'est exactement le genre de performance qu'on attend d'une équipe en série. Et en plus, ils ont recruté Jérémy et Bobissé de Portland, justement. Donc, oui, ils ont seulement 22 buts en 20 matchs, mais si Bobissé, ils le mettent dans de bonnes conditions, ça va peut-être être le sauveur des Bleus et Noirs, le sauveur des Earthquakes
Donc, je pense vraiment que c'est peut-être l'équipe qui s'est le mieux renforcée des trois avec l'acquisition de Bobissé Ouais. au poste de buteur. Donc, vraiment, moi, je mettrais, si j'ai une équipe pour cette dernière place, j'irais avec San Jose, qui est en bonne forme récemment, et ça peut faire la différence. Moi, j'irais avec Portland, même si au niveau défensif, c'est très difficile. Ça en arrache beaucoup avec Mabiala, avec Zuparic qui commet beaucoup d'erreurs. Mais je trouve que si les blessés étaient pas, ben en fait, si les blessures auraient pas eu lieu, en fait, avec Valérie, même avec Blanco, même avec Andy Polo, qui pour moi, ça aurait été un joueur qui aurait été super important pour la formation de Portland. Je trouve que ça aurait été il y aurait eu beaucoup plus d'aisance, en fait, pour cette équipe parce que c'est trois joueurs qui sont capables d'amener un dernier facteur X quand c'est le temps. Donc, même avec l'éclosion de Williamson, je trouve qu'il manque encore un petit truc pour Portland, mais je pense qu'avec l'expérience qu'ils sont allés chercher, avec la MLS Cup, avec le Nord qui est toujours le même, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire pour Portland, mais il va falloir vraiment être conscient défensivement qu'il ne faut pas commettre beaucoup d'erreurs parce que tu as beaucoup d'équipes qui vont revenir en arrière. Même Vancouver ont une chance en fait de revenir en arrière, revenir en haut parce que Ouais. avec 20 points, c'est quand même serré aussi. Puis tu vois que Dallas aussi peuvent quand même revenir jouer les troubles fêtes pour Portland, même avec le LAFC aussi. Donc, ça va être à surveiller durant la fin de saison. Oui, vraiment, vraiment. Et pour finir, si t'avais une déception dans la conférence Ouest, ce serait qui pour toi? Pour moi, ce serait. Ah, c'est dur, mais c'est dur, mais j'aurais tendance à dire Portland, mais pour moi, le LAFC, c'est une déception parce que tu vois que, comme je l'ai mentionné, Carlos Vela est un petit peu moins motivé selon moi. Tu as Diego Rossi qui est bon, mais qui n'est pas tant bon parce que durant le début de la saison, tu voyais que Rossi était parti pour aller en Europe, mais finalement, ce n'était pas le cas. Tu vois qu'avec Christian Rodriguez qui est revenu, Brian Rodriguez qui est revenu, c'est correct, mais c'est pas wow. Mais avec l'échange de Mark Anthony Key, pour moi, je trouve que ça fait un non-sens à cette équipe-là parce que c'était un des piliers au niveau du milieu de terrain. Défensivement, ça en arrache, mais pour moi, le LFC, c'est une grosse déception parce qu'avec Bob Bradley, on s'attendait tous à ce que cette équipe-là revienne en force, mais finalement, c'est pas le cas. Ça commence à être une légère pente descendante pour cette équipe, mais ouais, le LAFC, pour moi, c'est une déception. Parfait. Moi, je vais y aller avec Houston parce qu'on avait quand même beaucoup de. Moi, j'avais beaucoup d'espoir dans cette équipe pour pas forcément accrocher une place pour les playoffs, mais vraiment pour se battre pour une place avec les playoffs, surtout avec Mhm. l'arrivée de, de Derrick Jones, Tim Parker, même Urruti, je m'attendais à que ça allait bien. Tyler Pasher, j'avais hâte de le voir en Mm. MLS. Tyler Pasher, c'est peut-être la seule personne qui fait bien du côté de Houston. Mais tu sais, Houston, c'est 13 matchs sans victoire. C'est énorme. Ça fait plus d'un trimestre qu'ils n'ont pas gagné. Et vraiment, c'est quatre défaites de suite. Donc, je pense que les jours de Tab Ramos sont comptés. Et surtout qu'ils n'avaient pas si mal commencé la saison. Je pense qu'on avait fait un podcast à un moment, il était à la troisième ou à la quatrième place, mais Mhm. en fait, depuis qu'on leur a donné des bons mots, ils se sont effondrés. Donc, fallait faire attention. Mais c'est vraiment du côté de l'attaque là, que ça va pas très bien avec 21 buts en 20 matchs. En fait, rien va bien. Tu sais, je parle de l'attaque, mais la défense va pas forcément mieux. Euh, Non, et mon exact. pari fou au début de la saison avec Culture Soccer, c'était Tim Parker, défenseur de l'année. Donc, c'était un pari fou, vraiment fou. Donc, toutes mes excuses. Est-ce que Adalberto Carrasquilla va pouvoir changer les choses au milieu? Est-ce qu'un Corey Bird va pouvoir aider l'offensive de Houston? Honnêtement, je doute. Donc, vraiment, ça va pas très bien du côté de Houston, encore une fois, cette saison. Est-ce que pour toi, c'est la fin de ta Bramos à Houston? Pour moi, quand j'ai vu que Tabramos allait s'amener du côté de Houston, j'étais un petit peu excité parce que c'est quand même quelqu'un qui est très reconnu, non seulement chez le développement des jeunes joueurs, en fait, avec les équipes américaines des jeunes. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un bon mariage, mais finalement, ça semble pas être le cas parce que tu vois que ça en arrache pas mal défensivement. Parce que Tabramos, lui, c'est plus axé sur un pressing constant, un petit peu similaire aux Red Bulls, en fait. Donc, moi, je m'attendais plus à ce que ce soit un peu plus
physique, demandant offensivement et défensivement. Donc, pour moi, ça a été une déception. Puis je pense que oui, Tab Ramos, pour moi, ça va être un des coachs à surveiller parce que ça peut être celui qui va partir peut-être durant l'entre-saison, même s'il y a une option d'un an dans son contrat. Mais c'est ça. Tab Ramos, pour moi, ça va être une déception. Mais je trouve que si tu mets un peu plus de lueur d'espoir dans cette équipe, outre Tyler Pasher, moi, j'aime beaucoup Memo Rodriguez, lui qui a été formé au club. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très important à cette équipe-là parce que sans lui, sans Tyler Pasher, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dans cette équipe-là. Même si Tim Parker, c'est un excellent défenseur, n'empêche que c'est très décevant, même si au niveau des propriétaires, on a voulu vraiment mettre l'accent sur l'investissement dans cette équipe, mais finalement, ça n'a pas été escompté. Donc, ouais, non seulement c'est un échec au niveau de l'administration, mais c'est aussi un échec au niveau du staff technique. Donc, pour moi, Tab Ramos, ça va être un bye-bye éventuel, mais peut-être pas pour les éventuels jours, en fait, qui vont s'en venir. Ouais, c'est ça. Puis ils font des décisions contraires. Écoute, ils ramènent Tabramos. L'année d'après, ils mettent fin, ou en tout cas, ils réduisent l'implication dans leur équipe réserve du Mhm. RGV. Et je sais pas si c'était la malédiction Houston, mais depuis que le Dynamo met moins d'implication dans RGV, écoute, RGV est au top dans la USL. Donc, je pense vraiment que le Dynamo, là, ils ont une malédiction. Ils sont maudits. Ouais, ils sont maudits, exact. Mais c'est ça, je pense que comme tu l'as mentionné, il faut vraiment mettre un peu plus l'accent sur les équipes en réserve parce que tu vois qu'ils sont très performants. Puis même des joueurs, exemple, comme Robert Castellanos qui est passé par RGV, qui est rendu à Nashville, contribue énormément au succès de l'équipe. Donc je pense que même en allant chercher des joueurs qui sont peu connus dans les ligues inférieures, ça peut vraiment faire du bien, puis ça peut changer un peu plus la dynamique du groupe. Donc ça peut être une option qui peut être à considérer du côté de Houston, mais cette saison-ci, vu que c'est pas mal mort, puis vu que les séries éliminatoires sont vraiment loin derrière, je pense qu'on peut faire peut-être une croix à cette saison-ci, puis vraiment bâtir pour la saison prochaine avec des bonnes assises et avec un propriétaire qui est prêt à mettre de l'argent, mais de manière intelligente. Parce que si tu mets de l'argent pour rien, je vise pas le Inter Miami encore une fois, je trouve que ça peut être un facteur important pour la progression de cette équipe. Ouais, donc écoute, à chaque saison, j'ai l'impression qu'on parle de reconstruction pour Houston. Je pense que ça va être encore le cas lors de la prochaine off-season. Je pense que ce serait vraiment là, dans l'administration, vraiment, peut-être pas forcément, oui, changer d'entraîneur, mais changer aussi la personne qui est au-dessus. Je pense que ça serait une bonne chose, car rien ne va plus du côté de Houston. C'est un peu dommage de terminer le podcast sur cette note négative, mais écoute, c'est la vie, hein, Richard? Ouais, en effet. C'est la vie, c'est la vie. Mais c'est ça, écoute, ça va être une fin de saison, encore une fois, vraiment, je pense, intense en MLS. Encore une fois, c'est serré dans les places, surtout, il va y avoir une course à surveiller dans le haut du classement à l'ouest, qui va finir premier entre Seattle, SKC et les Galaxy. Est-ce que les Revs vont pouvoir maintenir la cadence et remporter un premier trophée en MLS? Car si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Le seul trophée que les Revs ont remporté, c'est la US Open Cup en 2007 parce que en MLS, ils sont souvent été en finale, mais toujours finalistes. Donc, est-ce que le Super Churchills va être leur premier trophée en MLS? Euh, Je est-ce que l'espère. Ouais, est-ce qu'Atlanta va être capable d'aller chercher une dernière place qualificative? Est-ce que Portland va tenir le coup? Donc, écoute, il y a plein de courses. Ça va être une saison, c'est une fin de saison, c'est ça, virevoltante. Et écoute, à Culture Soccer, on va vous tenir au courant. Il y a pas, il y a pas photo. On va être là. Et en plus, on a Richard avec nous désormais. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast et surtout pour rejoindre l'équipe. Ça nous fait chaud au cœur de t'avoir désormais avec nous, Richard. Merci beaucoup, Anthony, de l'invitation à ce podcast et merci énormément pour votre équipe de Culture Soccer. Je suis très content de faire partie de votre équipe et je suis prêt à attaquer les nombreux projets qui vont s'amener pour moi.
Parfait. Ben oui, je pense que ça risque d'être très, mais très intéressant. Donc, c'est ça. Merci encore une fois à toi, Richard. Merci à vous de nous écouter à chaque semaine. On revient en force après cette petite pause. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous voulez avoir des sujets spécifiques, dites-le nous en commentaire. Ça nous fait plaisir de les aborder. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.